Alors, il y a aujourd'hui énormément, comme vous avez pu le voir, de définitions de la médecine personnalisée. Hein. On a l'habitude, ou on aime bien en tout cas, associer des lettres, des chiffres à un certain concept. Quand on dit 1.0, on pense à la première génération d'Internet. Quand on pense à 2F, 2F pour moi c'est le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. 3M, on pense au post-it. 4G, on pense à la téléphonie. 5A, on pense aux andouillettes. Et j'aimerais maintenant, quand on parle de 6P, on pense à la médecine personnalisée. C'est une médecine qui est à la fois préventive, prédictive, précise, participative, centrée sur le patient et bien évidemment personnalisée. Donc la médecine personnalisée, c'est le bon traitement au bon moment pour le bon patient. Et ça, c'est la quête de tous les industriels aujourd'hui et qui est rendue possible grâce à toutes les évolutions des omiques, que ce soit la protéomique, la génomique, la métabolomique. On a commencé à s'intéresser à la médecine personnalisée quand, il y a 15 ans, on a réussi à faire le séquençage du génome humain. On a eu du coup accès à beaucoup d'informations génétiques et je crois que l'oncologie, la cancérologie est un domaine dans lequel on l'applique de façon assez précise parce que ces informations génétiques nous permettent de connaître la prédisposition de certains patients à développer une maladie ou au contraire la susceptibilité de ces patients à répondre à certains traitements. Et donc c'est un vecteur d'espoir pour le futur qui est extrêmement fort de savoir qu'on va pouvoir traiter les bons patients au bon moment. Il y a toujours de façon empirique, on a toujours su qu'il y avait un lien entre la génétique d'un côté et le développement de maladies. On sait que, par exemple, il y a une prévalence de diabète de type 1 qui est plus forte dans les populations sardes ou les populations basques. Et justement, pouvoir étudier cette relation entre, d'un côté, la génétique et de l'autre côté, les maladies, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est une des raisons pour lesquelles Amgen a acquis il y a quelques années une société qui s'appelle Decode. Decode, c'est une société qui est islandaise. Donc l'Islande, hein, vous voyez où c'est quand même un peu perdu, mais l'avantage de l'Islande, c'est que c'est une population qui est extrêmement homogène. Parce qu'une fois qu'on va en Islande, on n'en bouge plus. Hein. Les Vikings sont partis du nord de l'Europe, ils ont kidnappé quelques Anglaises au passage pour aller fonder la population en Islande. Et donc on a une population qui est relativement homogène et sur laquelle il y a une société qui a regardé justement sur cette population homogène la relation qu'il y a entre des variations génétiques et des maladies courantes. Et donc il y a un modèle mathématique extrêmement fort, extrêmement puissant, qui permet justement de faire ce lien entre quelle variation génétique est associée à quelle maladie. Et ça nous aide beaucoup, nous, en tant qu'industriels, après, pour justement pouvoir développer des médicaments qui vont cibler une anomalie génétique ou pour pouvoir tester des modèles de médicaments. Donc ça, c'est des points qui sont extrêmement intéressants. Sur la médecine personnalisée, j'allais dire que de façon routinière, c'est déjà utilisé en oncologie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à partir de la signature génétique d'une tumeur, on peut déterminer quel est le bon médicament qui va pouvoir agir. Donc c'est, j'allais dire, un gage de non-gaspillage, de ne pas utiliser des médicaments dont on sait qu'ils ne vont pas marcher chez certaines personnes, parce que la signature génétique de la tumeur fait que ça ne répondra pas au traitement. Donc là, encore une fois, un vecteur d'espoir. De la même façon, on peut utiliser ces informations génétiques pour déterminer la susceptibilité d'un individu à développer des maladies. L'exemple le plus célèbre est vraisemblablement les mutations du gène BRCA1 et BRCA2, hein, qui, comme l'a montré ou publicisé Angelina Jolie, fait que quand on a la mutation de ces gènes, on a une susceptibilité de développer certaines formes de cancer du sein de façon plus forte. On peut même imaginer maintenant qu'on va traiter, et il y a des essais cliniques qui vont dans ce sens-là, qu'on va pouvoir traiter une tumeur, non pas
à partir de sa localisation, mais à partir de sa signature génétique. Donc j'allais dire, aujourd'hui, on pourrait dire, le médicament de masse est mort, hein, rest in peace, vive le médicament de niche. C'est sans doute pas aussi simple que ça. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais qu'est-ce qu'il y a sous le niveau de la mer, hein? Sous le niveau de la mer, il reste un certain nombre de questions. Ces questions, elles sont de plusieurs ordres. D'ordre, par exemple, clinique. Si aujourd'hui, on se dit que chaque maladie courante peut être segmentée en une multitude de maladies rares, comment on va faire les essais cliniques? Est-ce qu'il faut suivre une méthodologie d'essais cliniques pour les maladies rares, avec des populations de patients relativement restreintes? Est-ce qu'il va falloir faire une espèce de phase 0 où on va devoir, avant le début de l'essai clinique, présélectionner déjà nos patients en fonction d'un marqueur biologique pour pouvoir savoir s'ils répondent à ce traitement? Et comment peut-on être sûr qu'on ne va pas se tromper, qu'on ne laisse pas de côté des populations qui pourraient bénéficier aussi de ce traitement-là, mais dont on ne saurait pas parce qu'on aurait sélectionné avant ces patients? Il y a un certain nombre de questions également qui sont des questions d'ordre réglementaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on met sur le marché à disposition un médicament avec son test compagnon, il faut savoir que l'enregistrement de ces deux choses se fait complètement en parallèle. Il y en a un, c'est un médicament, donc qui suit l'évaluation d'un médicament, la commission de transparence, le prix, etc. Et le compagnon diagnostic qui, lui, passe sur d'autres instances et qui ne sont pas du tout corrélées, ce n'est pas quelque chose qui se fait du tout en parallèle. On peut se poser aussi la question de comment analyser ou comment utiliser, plus exactement, toutes les analyses rétrospectives qui peuvent, dans ce cas-là, nous apporter autant d'informations que des grands essais randomisés. Je vais prendre l'exemple du cancer colorectal. On sait que pour une certaine classe de médicaments qui traitent le cancer colorectal, on sait que la disposition génétique du patient influence. On sait par exemple que si le gène KRAS n'est pas muté, eh bien justement une classe de médicaments marcherait très bien pour traiter ces patients. Donc c'est parfait. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont un gène KRAS qui n'est pas muté, donc ça veut dire qu'on évite déjà de traiter une moitié des patients avec un médicament dont on sait qu'il n'agira pas forcément. Donc ça, c'est un état de fait. Mais quand on regarde après l'essai clinique, hein, qui nous a permis de déterminer cette population-là, on voit qu'il y a encore une partie de la population qui a un gène non muté qui n'est pas répondeur au traitement. Et donc, dans cet exemple du cancer colorectal, on a chez Amgen fait une analyse rétrospective de cette population-là et on a réussi à déterminer qu'il y avait une autre variation génétique qui faisait que les patients n'étaient pas répondeurs. Donc on a en fait de nouveau diminué la population cible du médicament de façon spontanée, mais cette information qui a beaucoup de valeur, comment peut-on la généraliser? Comment peut-on utiliser justement ces études rétrospectives pour apporter de la valeur clinique à nos patients et aux médecins? Et puis il y a derrière beaucoup d'informations, beaucoup de questions bioéthiques. La médecine personnalisée, ça coûte cher. On parle de dizaines, centaines de milliards de dollars. Je me perds dans les zéros tellement il y en a. Donc est-ce que ce n'est pas une médecine de riches? Est-ce que le fait qu'on parle d'informations génétiques, donc de tests génétiques, fait qu'on ne va pas orienter ces thérapeutiques uniquement dans les grands centres hospitalo-universitaires, hein, ce qui ferait qu'il y aurait une espèce de ségrégation de qui aurait accès à cette médecine-là. De la même façon, si on a beaucoup d'informations génétiques pour les patients, qui est propriétaire de ces informations génétiques? Qu'est-ce qu'on en fait? Où on les stocke? Comment on peut éviter une dérive de l'utilisation de ces informations génétiques par, on peut imaginer, les assurances, les employeurs ou autres. Donc il y a énormément de questions qui se posent autour
de cette médecine personnalisée et des informations génétiques qui y sont reliées. En guise de conclusion, je dirais que les industriels, on est tous partis vers justement ces informations génétiques et vers la biotech. Amgen, c'est son ADN, la biotech, mais on voit que beaucoup d'autres laboratoires ont acquis ce savoir-faire en biotech, hein, que ce soit Roche avec Genentech, que ce soit Sanofi avec Genzyme, que ce soit Merck avec Serono. Et donc si je transpose un peu le vocabulaire de la médecine personnalisée aux industriels, j'allais dire qu'on a, nous, industriels, une prédisposition génétique, c'est l'innovation. C'est cette volonté d'aller trouver des médicaments innovants qui vont nous permettre de répondre à des besoins non couverts aujourd'hui. On a un biomarqueur relativement simple, hein, qui est les fantastiques progrès thérapeutiques qui ont été faits ces dernières années. À titre d'exemple, je vous dirais que dans les années 70, quand on vous annonçait un diagnostic de cancer, on restait en vie en gros 1 an. 50% de la population avait 1 an de survie à partir du diagnostic. Eh bien, ces 50% sont toujours valables aujourd'hui, mais c'est à 10 ans. Donc on est passé de 1 an à 10 ans, donc des formidables progrès thérapeutiques. Et puis j'allais dire que notre test compagnon, c'est notre agilité, notre capacité à adapter les modèles pour trouver des nouveaux médicaments. En tout cas, une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que nous autres industriels, on cherchera toujours à faire rimer médecine personnalisée avec progrès thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean Molin.